Professeur Albert Ondo-Ossa, bonjour. Bonjour. En 1960, plusieurs pays se sont battus pour leur indépendance. D'autres ont suivi le mouvement. Et le Gabon dans tout cela? Le Gabon a suivi le mouvement avec ceci que le Gabon avait quelque chose de particulier. Léon Mba, devenu président, avant qu'il ne devienne, il était Premier ministre. Et Léon Mba souhaitait plutôt la communauté, il ne souhaitait pas du tout l'indépendance du Gabon. Il voulait toujours que le Gabon soit lié à la France. Et pratiquement, on lui a demandé de s'aligner aux autres pays et le Gabon est devenu, le 17 août 1960, indépendant. Et est-ce pour ça que le Gabon est resté l'un des piliers de la France-Afrique? Oh non, je ne pense pas. Il y avait des objectifs que nous connaissons, ce que visait la France à l'époque, à la fin des années 50, c'est assurer l'indépendance énergétique française. Et cette indépendance énergétique passait par deux produits qui étaient essentiels, le pétrole d'une part, l'uranium d'autre part. Et il se trouve que le Gabon était producteur de ces deux produits, c'est-à-dire et le pétrole et l'uranium. À partir des années 70, Omar Bongo devient le pilier de la France-Afrique en Afrique centrale, à égalité avec Félix Houphouët-Boigny en Afrique de l'Ouest. Donc pour vous, si le Gabon est dans cette position, c'est grâce à son pétrole, grâce à son uranium, plus que par la personnalité d'Omar Bongo lui-même? C'est grâce à son pétrole, c'est grâce à son uranium. Maintenant, la personnalité a joué au fil du temps. Omar Bongo s'est donné les moyens de pouvoir s'imposer à ses collègues africains. C'est au fil du temps, effectivement, qu'il a pris de l'importance. Alors, grâce à ce pétrole, le Gabon affiche un revenu par habitant parmi les plus élevés d'Afrique, quelques 8 000 $ par an. Mais en réalité, un tiers de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Alors, comment on l'explique? Il y a eu une très mauvaise répartition des ressources pétrolières et il y a eu une mauvaise gestion de la rente. Donc, nous avons fait un mauvais usage, effectivement, de cette rente qui a plutôt servi à certains particuliers. Pour Omar Bongo, l'objectif qu'il visait à l'époque, c'est se maintenir au pouvoir. Et pour se maintenir au pouvoir, il a dû utiliser ces ressources-là, qu'il a distribuées aussi bien sur le plan interne qu'externe. Et la conséquence est qu'au fil du temps, effectivement, les inégalités sont devenues de plus en plus criardes, de plus en plus insupportables, au détriment de la grande majorité de la population. Est-ce que la toute-puissance du pétrole a conduit à la toute-puissance de la famille Bongo? Je le pense. Et ça, les Gabonais le savent. La famille Bongo avait une part dans le pétrole. Et ce faisant au fil du temps, il y a un processus cumulatif, ça s'est accumulé, et ils sont devenus de plus en plus riches. Et la population a augmenté, dont la part à donner à chacun des Gabonais en dehors de la famille, elle s'est amenuisée, et cela a créé effectivement de plus en plus de pauvres. Et est-ce que la crise pétrolière d'aujourd'hui peut fragiliser la famille Bongo? Je ne le pense pas. Il y a tout un héritage de ce qu'ils ont fait de la rente pétrolière. S'ils l'ont placé, dont ils n'ont rien à craindre, jusqu'à la fin, ad vitam aeternam. Maintenant, si on parle de pouvoir, bien évidemment, chaque fois qu'il y a de plus en plus de pauvres, un pouvoir est nécessairement fragilisé. Oui, c'est ça. Avec la crise pétrolière, il y a appauvrissement et donc mécontentement en hausse. Bien évidemment, il y a mécontentement. Et quand la grogne monte, un pouvoir, surtout qui ne répartit pas bien ses richesses, est mis facilement en difficulté. Or, depuis 1960, c'est toujours le même parti, en fait, c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Et de manière sournoise, de manière insidieuse, on met les Gabonais devant une alternative. Ou vous choisissez le PDG, Parti démocratique gabonais, ancien, ou vous choisissez le néo-PDG. Cela veut dire que ce sont les mêmes qui sont au pouvoir et qui sont assis sur les moyens de l'État. Les uns, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, effectivement, ils utilisent la manne pétrolière. Les autres, qui ont exercé des fonctions, ont eu le temps d'amasser leur trésor de guerre et pour un positionnement, ils se sont mis dans l'opposition. Au point que finalement, à l'occasion des grandes élections, il y a toujours deux grandes figures. Une du PDG ancien, une du PDG nouveau. D'où les deux batailles, 2009 Ali Bongo contre André Baobam et 2016 Ali Bongo contre Jean Ping. Est-ce que Jean Ping n'était pas porteur en 2016 d'un espoir de changement qui aurait peut-être permis de s'attaquer à la corruption? Il était certainement porteur d'un changement. La preuve, c'est qu'en masse, on l'a voté.
je l'ai dit à un moment et lui-même l'a repris, qu'on n'a pas voté pour lui. On a voté contre Bongo. C'est différent, le positionnement est différent. Autrement dit, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et il s'est trouvé au bon moment, à la bonne position, et à partir de ce moment-là, il a été voté. Mais maintenant, pour préjuger si véritablement ce changement allait amener moins de corruption, je n'en suis pas sûr. Au regard tout simplement de son entourage. Pour dire que, grosso modo, c'est les anciens hiérarques du Parti démocratique gabonais, ceux-là même qui sont la cause de la détérioration de notre pays, ils se sont retrouvés autour de Jean Ping. Alors donc, à mon avis, il faut aller à d'autres solutions. Il y en a qui ont parlé d'une troisième voie, il y en a qui ont parlé de passer par la transition. En fait, il faudrait un modèle nouveau qui repose sur des nouvelles personnalités, des nouvelles figures qui apparaissent crédibles et qui n'ont pas eu à tremper dans toute la gabegie qui s'est passée au cours des 60 dernières années. Professeur Albert Ondo-Ossa, merci.